Bien. Bienvenue à l'émission En classe sur RTM. Après les cours théoriques et pratiques sur la technique de la dissertation, nous voilà encore sur ce plateau pour parler de la technique du commentaire de texte philosophique. Voyons d'abord la situation d'apprentissage. Nous avons constaté qu'en matière de commentaire de texte, il y a deux écueils qui reviennent fréquemment chez les élèves. Ça, c'est la paraphrase et le hors-sujet. On parle de paraphrase lorsque l'élève reste trop collé au texte, a des difficultés pour procéder à la distanciation. On parle de hors-sujet lorsque l'élève ne prend qu'une seule idée, une idée secondaire qu'il développe et oublie en fait le texte dans sa globalité. Commenter un texte, ce n'est pas le paraphraser. Commenter un texte, ce n'est pas non plus s'éloigner de lui et procéder à une dissertation. Commenter un texte, c'est non seulement réfléchir sur le texte, critiquer l'auteur, montrer ses forces et ses faiblesses. Voilà donc le plan de notre cours. Nous allons parler de la définition de l'importance du commentaire de texte. Ensuite, on va donner des conseils pratiques. En troisième partie, nous allons parler des types de textes. Et enfin, en quatrième partie, nous allons parler des différentes parties d'un commentaire de texte. Voyons donc l'activité numéro 1 et sa consigne. Qu'est-ce qui est dit? En t'appuyant sur le cours de commentaire de texte philosophique suivi en classe, tu définis la technique du commentaire de texte et montres son importance. En petit 1, nous avons une définition. C'est quoi commenter un texte? Commenter un texte, c'est vraiment faire un exercice de lecture, d'interprétation, d'analyse critique d'un texte. Analyse critique, ça ne veut pas dire que tout est négatif de ce que l'auteur a dit. Il s'agit effectivement de voir en quoi il vous semble avoir raison, en quoi il vous semble n'avoir pas raison sur le texte, pas l'auteur en tant que tel. Parce que ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas le livre entier. Ce que vous avez sous les yeux, c'est quelques passages de ce livre-là. Donc, il ne s'agit pas de critiquer l'auteur en tant que tel, il s'agit de voir les passages du texte, qu'est-ce qui vous semble bon et quelles sont les limites. Donc, quelle est l'importance du commentaire? Effectivement, ça doit permettre d'évaluer la capacité de l'élève à avoir compris et à réutiliser les objets d'étude des programmes, à savoir les études de la langue d'abord, ensuite la clarté de l'expression, ensuite la connaissance de l'histoire de la philosophie et enfin la grammaire, la terminologie de l'analyse. Voilà en fait l'importance du commentaire de texte philosophique. Venons à l'activité numéro 2, les conseils pratiques. Conseils pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? D'abord, ce qu'il faut faire, il faut lire attentivement le texte jusqu'à ce que tu sois sûr de l'avoir compris. Une seule lecture ne suffit pas. Prends le temps qu'il faut pour comprendre le texte. Autant de lecture que nécessaire pour le comprendre. Maintenant, il y a une technique. Qu'est-ce qu'il faut pour mieux comprendre le texte? Parce que la lecture, son objectif, c'est vraiment la compréhension du texte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord compter le nombre de phrases contenues dans le texte. Ensuite, il faut repérer et définir toutes les notions et concepts clés du texte. Enfin, il faut repérer les connecteurs logiques. Ces connecteurs, leur importance, c'est quoi? Ça vous permet de comprendre la progression des idées de l'auteur. Je dis bien la progression des idées de l'auteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repérer la structure logique du texte. Repérer la structure logique, ce n'est pas en fait le décomposer en morceaux pour dire voilà paragraphe numéro 1, paragraphe numéro 2. Il y a des idées essentielles qui sous-tendent le texte. Ces idées que vous voyez là, on les appelle des idées secondaires. Quelles sont les idées secondaires contenues dans le texte? Et en principe, la somme de ces idées secondaires va vous donner le thème du texte. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Faire un exposé clair et rédiger convenablement en fait sa copie. Parce que lorsque la copie est mal présentée, elle est sous-évaluée. Mais qu'est-ce qu'il faut éviter? On a dit ce qu'il faut faire. Il faut lire attentivement le texte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir la structure du texte. Il faut bien rédiger. Mais qu'est-ce qu'il faut éviter? Il ne faut jamais penser que, puisque vous avez déjà étudié l'auteur en classe, vous maîtrisez le texte avant de l'avoir lu.
Ça, c'est très dangereux. C'est ce qui peut vous conduire au hors-sujet. Donc, au premier contact du texte, il faut vraiment ne pas se servir de sa mémoire. Le temps juste pour comprendre le texte. Parce que quand on se sert de sa mémoire, on introduit avec soi certaines subjectivités dans la compréhension du texte et vous allez analyser ce qui ne vous est pas demandé. Qu'est-ce qu'il faut ensuite éviter? On avait déjà dit que la paraphrase constitue l'un des écueils essentiels chez les élèves. Paraphraser, c'est quoi? C'est lorsque tu reprends autrement ce que l'auteur a dit. Il n'est pas question seulement d'interpréter. Il s'agit bien sûr d'interpréter, mais il faut aller au-delà de l'interprétation pour voir quelles sont les forces et les limites du texte. Enfin, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Il ne faut jamais croire qu'il n'y a pas de méthode. Vous voyez en commentaire de texte, il n'y a qu'une seule consigne. Généralement, lis attentivement ce texte et dégage son intérêt philosophique. Voilà la consigne qui est donnée. Ça veut dire qu'il faut appliquer la technique du commentaire de texte à tout le texte. Il ne s'agit pas, en fait, de penser qu'il n'y a pas de méthode. Il y a une méthode et la consigne est globalement donnée de la même manière chez tout le monde. Il s'agit de dégager l'intérêt philosophique du texte en procédant à son étude ordonnée. Ok, activité numéro 3. Nous allons parler des types de textes. Voyez la consigne. Après lecture attentive des textes mis à ta disposition, écris la référence de chacun dans la colonne correspondante. Ici, nous avons pris seulement 4 types de textes. Une première catégorie de textes qui, en fait, conduisent le lecteur à réviser une opinion. Une deuxième catégorie de textes qui cherche à réfuter une thèse philosophique. Une troisième catégorie de textes qui cherche à établir une définition. Et enfin, une quatrième catégorie de textes qui cherche à résoudre un problème bien déterminé. Ça ne veut pas dire que nous n'avons que ces types de textes. Ça veut dire qu'il y a d'autres types de textes. Mais nous avons pris 4 qui nous ont semblé plus fréquents. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir les textes là. Vous allez avoir 4 textes. Vous allez prendre chacun des textes et vous allez voir si c'est vraiment la première catégorie de texte, c'est la deuxième, c'est la troisième ou c'est la quatrième catégorie de texte. Parce que c'est dans l'identification du type de texte que vous devez être capable de dégager son enjeu. Voici donc le texte numéro 1. C'est un texte de Hegel, tiré de la phénoménologie de l'esprit, qui dit quoi essentiellement? Qui part d'un constat que la philosophie, si auparavant elle avait une grande valeur, aujourd'hui on a l'impression que les gens négligent la philosophie. Pourquoi? Tout simplement parce que on pense que on n'apprend pas à philosopher. On n'apprend pas la philosophie. On n'a pas besoin de travail ou de travaux préalables pour être philosophe. Hegel dit, ce n'est pas le cas. Dès la première phrase, il dit, il faut nécessairement que on prenne la philosophie comme une affaire sérieuse. Nous n'avons pas le temps de lire tout ce texte pour vous, mais déjà, si vous avez des appareils, prenez la photo du texte. Après, vous allez essayer de le catégoriser selon qu'il soit dans les catégories de textes qu'on avait prédéfinies. Voici un deuxième texte, un texte de Emmanuel Kant, qui en principe va en contradiction avec le texte de Hegel. Hegel avait dit qu'il faut prendre la philosophie au sérieux et qu'on ne peut pas être philosophe sans avoir préalablement appris la philosophie. Kant dit, on ne peut pas apprendre la philosophie, on peut quand même apprendre à philosopher. Alors, vous devez pouvoir lire ce texte-là. Est-ce que Hegel s'insurge contre Kant ou contre l'opinion publique? Prenez la photo du texte, on verra alors comment vous allez travailler sur ce texte-là. Nous avons un quatrième texte de Platon. Ce texte est tiré de la République, du livre 10, en fait, qui parle du mythe d'Air le Pamphilien. Brièvement, ce qu'on peut dire du mythe d'Air, c'est quoi? C'est un guerrier de la Pamphylie qui est mort au cours d'un combat et dont le corps est resté 12 jours sans être pourri. Pendant ces 12 jours-là, son âme est partie dans le royaume d'Hadès, dans le royaume des morts. L'âme a visité le monde intelligible et le 12e jour, alors, qu'est-ce qu'on constate? Son âme revient entrer dans son corps et nous explique
comment la vie se meut dans le monde des idées. Voici donc un quatrième texte. Cette fois-ci, un texte de René Descartes tiré des Méditations métaphysiques. Qu'est-ce que ce texte dit? En fait, ce texte est en rapport avec le doute cartésien. Il explique. On a parlé du doute en classe. Qu'est-ce qui est dit dans le doute? C'est quoi douter? Et est-ce que cet exemple peut être pris ailleurs pour que les élèves comprennent mieux? Descartes dit, supposons qu'on vous donne un panier rempli de pommes. Et dans ce panier, il existe des pommes pourries et des pommes saines. Comment vous allez les démêler? Est-ce que vous allez garder les pommes à l'intérieur du panier et essayer d'extirper les pommes qui sont pourries? Non. Comme ça, vous risquerez de commettre une erreur qui va répercuter sur l'ensemble, qui va contaminer les pommes saines. Pour éviter cela, Descartes dit, vous versez le contenu du panier et après avoir versé le contenu du panier, vous allez examiner les pommes une à une et ne reprendre que celles-là qui sont saines et les remettre dans le panier. Comprenez que notre cerveau ressemble à ce panier-là parce que depuis l'enfance, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, dans notre cerveau, il y a des connaissances qui sont vraies, il y a des connaissances qui sont fausses. Alors, pour ne pas faire la confusion, désormais, nous avons un devoir de vider tout ce qui existe dans notre cerveau comme connaissance. Et de façon méthodique, nous allons reprendre seulement les connaissances qui sont vraies. On ne peut pas enlever la cervelle. S'il s'agit donc de verser le contenu du cerveau, il s'agit effectivement de douter de tout. Et dans le processus du doute, on arrivera au cogito. Et du cogito, nous allons comprendre que le critère de la vérité, c'est bien la pensée. Ok. Après donc les différents types de textes, nous venons aux différentes parties d'un commentaire de texte. On a dit tout comme la dissertation, le commentaire de texte comprend 3 parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Maintenant, l'introduction. Quels sont les éléments de l'introduction? Vous savez, la partie qui est en bleu en haut est une partie facultative. Vous n'êtes pas obligé de faire la brève présentation du texte. Mais si vous devez le faire, il faut d'abord être sûr que vous savez l'auteur. Donc, on a dit bien que facultative, cette brève présentation du texte comprend le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, le contexte philosophique de l'époque. Mais, qu'est-ce qui est obligatoire? Vous devez d'abord donner un titre au texte, c'est ça le thème. Ensuite, dégager son problème. Dégager sa thèse. La thèse, c'est quoi? Qu'est-ce que l'auteur soutient dans ce texte? Alors, la thèse n'est autre que la réponse au problème que le texte pose. Ce problème, c'est quoi? Quelle est la question à laquelle le texte tente de répondre? Donc, après que j'ai dégagé le thème, je sais maintenant quelle est la question que le texte pose et à laquelle il essaie de répondre. Je sais quelle est la position de l'auteur par rapport à cette thématique. Donc, je vais voir quelle est la structure logique du texte. La structure logique du texte, c'est quoi? Quelles sont les idées secondaires comprises dans le texte et dont l'ensemble constitue la thématique. Enfin, l'enjeu. Ne soyez pas surpris quand en classe le professeur a mis l'enjeu avant la structure. Nous avons explicitement mis l'enjeu après la structure parce que c'est l'enjeu en fait qui doit vous servir de réflexion au niveau de l'intérêt philosophique. Et l'intérêt philosophique est la dernière partie. Dans ce cas, pour question de congruence, il fallait amener l'enjeu après la structure du texte. L'enjeu, c'est quoi? Il s'agit de voir quel est l'objectif du texte. Qu'est-ce que l'auteur veut? Exactement comme en dissertation, il faut se demander quel peut bien être en fait le bien fondé. Pourquoi l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'il y a en jeu dans le texte là? L'enjeu, c'est donc ce qu'il y a en jeu. On réfléchit au problème posé. Quels sont les risques et les gains potentiels? Où l'auteur veut-il en venir? Quel est son but? Venons maintenant à l'introduction. Qu'est-ce qu'on veut de vous? On voudrait que vous soyez capable
d'abord de faire la présentation de l'auteur, qui est une partie facultative, mais vous devez pouvoir dégager le thème central du texte, ensuite le problème qu'il soulève, la thèse soutenue par l'auteur, la structure du texte et l'enjeu. Voilà donc notre premier texte de Hegel qui disait qu'on est obligé d'apprendre la philosophie pour être philosophe. Voici un exemple d'introduction. Voici dans la partie bleue qu'on avait dit en fait facultative. C'est quoi? Ce texte de Hegel est tiré de son ouvrage intitulé Phénoménologie de l'esprit. Il se situe dans le contexte de la philosophie classique allemande. Vous voyez ici, nous avons le nom de l'auteur. C'est qui? C'est Hegel. Nous avons le nom de l'ouvrage. C'est quoi? C'est la phénoménologie de l'esprit. Nous avons le contexte. C'est quoi? La philosophie classique allemande. Mais ça, c'est une partie facultative. La partie, en fait, exigée, c'est quoi? C'est d'abord le thème. De quoi parle le texte? Dans ce texte, Hegel traite le thème de la philosophie. Ça, c'est donc le titre qu'on peut donner à ce texte. Quel est le problème qu'il pose? Existe-t-il une philosophie spontanée? Une philosophie spontanée, c'est quoi? Une philosophie qu'on a apprise sans même être à l'école de la philosophie. Une philosophie qui vient par soi-même comme ça, qui n'a pas nécessité un apprentissage. En d'autres termes, s'il existe donc une philosophie spontanée, ça veut dire que tout le monde est naturellement philosophe. Si tout le monde est naturellement philosophe, a-t-on besoin d'étudier la philosophie à l'école? Alors, voici la thèse soutenue par l'auteur. Il n'existe pas de philosophie spontanée. L'idée d'une philosophie spontanée est un préjugé. Un préjugé, c'est quoi? En réalité, ce qu'on a dit sans le savoir. Quelle est la structure du texte? On a 3 mouvements dans le texte. Le premier mouvement, c'est quoi? C'est le besoin de révalorisation de la philosophie. Le deuxième mouvement, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de science et d'art spontanés. En fait, Hegel prend ici un exemple, mais on peut voir jusqu'à quel point cet exemple-là peut être généralisé. Est-ce qu'on peut soutenir que, puisque pour être scientifique, il faut apprendre les sciences, puisque pour être artisan, il faut apprendre l'art, donc pour être philosophe aussi, il faut apprendre à philosopher ou apprendre la philosophie. Et en troisième mouvement, il parle du préjugé de la philosophie spontanée. Ceux qui pensent que la philosophie, c'est une affaire de banalité et tout le monde peut être naturellement philosophe. Hegel s'insurge contre ces penseurs et il dit que tout comme on ne peut pas être scientifique sans avoir appris les sciences, on ne peut pas non plus être philosophe sans avoir appris la philosophie. Quel est l'enjeu? L'enjeu, effectivement, il voudrait que la philosophie reprenne sa valeur d'antan. Passons au développement. Voici la consigne. Sur la base du plan que tu as annoncé, trouve les arguments pertinents pour la première partie. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on va dire? Comme en dissertation, le développement est la partie la plus détaillée du texte. Il comprend les éléments suivants. Commentaire des différents mouvements ou thématiques repérées dans le texte. Ensuite, intérêt philosophique. Donc, le commentaire de texte au niveau du développement a 2 grandes parties. Une première partie qui va faire le commentaire des mouvements ou bien de la structure que vous allez déceler dans le texte. Et une deuxième partie qui va nous parler de l'intérêt philosophique. Cet intérêt philosophique, c'est quoi? En fait, c'est une dissertation sur l'enjeu que vous avez dégagé à la fin de l'introduction, après la structure logique du texte. Donc, ce n'est pas un travail de hasard. Il ne s'agit pas d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Voyez cette grille de lecture de texte. Une grille de lecture de texte qui comprend plusieurs colonnes. Un plan d'abord de travail, le sens, la pertinence, thèse reprise, thèse combattue, jugement personnel de l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, vous avez le plan du texte ou la structure logique du texte. Quelles sont les idées secondaires qui sont comprises dans le texte? Ensuite, je prends phrase par phrase. Je prends la première phrase, phrase numéro 1. Vous voyez, cette phrase numéro 1 là, quel est son sens?
Ensuite, je prends la même phrase. Quelle est sa pertinence? Ça veut dire quoi? Est-ce que ce que l'auteur dit là se justifie? Je prends la même phrase. Est-ce que l'auteur a déjà repris la thèse d'un autre auteur précédent? Est-ce que sur cette phrase même, l'auteur a combattu une thèse précédente? Enfin, sur la même phrase, quel est le jugement personnel de l'élève? Donc, voilà ce que vous propose la grille de lecture. Pour chaque phrase, cherchez à comprendre le sens de la phrase. Ça, c'est le niveau de l'explication. La pertinence, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que cela vous semble vrai? Est-ce qu'il a déjà repris une thèse précédente? Est-ce qu'il a déjà combattu une thèse précédente? Quel est votre jugement personnel sur le sens de cette phrase-là? Ainsi de suite, vous allez alors identifier, compter toutes les phrases contenues dans le texte et une à une, pour chaque phrase, vous cherchez le sens, la pertinence, l'idée de thèse reprise, l'idée de thèse combattue, et enfin, votre jugement personnel. Sans une telle grille, on ne peut pas faire un travail de qualité. Ce n'est pas possible. C'est parce que vous n'utilisez pas de grille de lecture que, généralement, vous paraphrasez les textes et vous nous les rendez. C'est ce qu'il faut éviter. Toujours au développement. Maintenant que j'ai fait cela, tout le reste là, en fait, c'est presque un travail de dissertation. Qu'est-ce qu'il me faut? D'abord, au premier mouvement ou à l'idée secondaire numéro 1, je dois d'abord soutenir l'idée, annoncer l'idée. Ensuite, je dois chercher des exemples. Je dois faire une conclusion partielle. Je dois faire une transition. Si je vais aussi à l'idée secondaire numéro 2, c'est la même chose. C'est la même logique qui continue. Quelle est l'idée secondaire? Quel exemple que j'ai pris? Quelle est la conclusion partielle? Quelle est la transition? Si l'auteur donne des idées sur le plan général, c'est à vous de chercher des exemples. Si l'auteur vous donne des exemples, c'est à vous de voir est-ce qu'il y a une possibilité d'aller à la généralisation de ces exemples et quelles sont les limites des exemples que l'auteur a pris. Si j'ai 3 mouvements, donc je fais de même pour chaque mouvement. Après cela, qu'est-ce que je fais? Je viens à l'intérêt philosophique. L'intérêt philosophique, en fait, c'est quoi? On avait parlé à la fin de l'introduction de l'enjeu. Donc, cet enjeu-là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une dissertation sur l'enjeu. Mais l'intérêt philosophique a 2 parties. Une partie qu'on appelle critique interne et une autre partie qu'on appelle critique externe. Au niveau de la critique interne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez décelé, par exemple, de l'illogisme dans le texte de l'auteur? Quelles sont les défaillances que vous avez vues dans la démarche de l'auteur et dans le contenu de son texte? En quoi ce texte vous semble avoir raison ou tort? Critique, ce n'est pas négatif, hein? Donc vous dégagez les forces et les faiblesses du texte sur le plan interne. Après les critiques internes, je viens alors aux critiques externes. Toujours, la démarche, c'est la même chose. J'ai besoin d'idées principales, j'ai besoin d'exemples, j'ai besoin de références et citations, j'ai besoin de conclusions partielles. Mais cette fois-ci, il me faut vraiment m'appuyer sur d'autres penseurs pour soit appuyer la thèse de l'auteur, soit discuter la thèse de l'auteur. Voilà donc, en résumé, ce qu'on peut dire. L'organisation du développement suit strictement les mêmes règles que celles d'une dissertation. Pensez aux transitions, introduisez et concluez. Développement se rédige donc directement sur une copie que l'on se contente au brouillon d'élaborer un plan détaillé. Il ne s'agit pas, en fait, de tout écrire au brouillon. Il s'agit de prendre sa grille de lecture, bien renseigner sa grille de lecture et après ça, on vient à la rédaction proprement dite. Mais il ne faut pas faire 2 brouillons. Recopier, d'abord écrire tout ce qui vous passe par la tête et enfin venir recopier ça sur une copie propre. Ce n'est pas ça le travail. Le travail doit être méthodique et vous devez être capable d'utiliser la grille de lecture pour comprendre le texte, le commenter, le désarticuler. Ensuite,
On vient en conclusion. Maintenant que j'ai fini avec le développement, qu'est-ce que je fais? À chaque niveau d'argumentation, j'avais fait une conclusion partielle. Qu'est-ce qu'il me reste? Je prends la conclusion partielle numéro 1. Je prends la conclusion partielle numéro 2. Je prends la conclusion partielle numéro 3. Enfin, je donne ma position personnelle comme on a fait en dissertation avant de venir à poser un problème. Le fait de poser ce problème montre que le problème, bien sûr, nous avons mené une réflexion de bout en bout, ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Le problème n'est pas résolu, c'est pour cela qu'on ouvre, on nuance les conclusions ou la conclusion à laquelle nous sommes parvenus. Donc, la conclusion comprend. Quels sont les éléments? D'abord, elle n'est pas une redite. Elle comprend le bilan de l'analyse d'abord, enfin l'ouverture à un autre problème. Dès qu'on ouvre le problème, si on essaye de développer le problème qu'on a ouvert, ça veut dire qu'on va sortir du cadre du sujet sur lequel nous avons réfléchi jusqu'à preuve du contraire. Donc, dès qu'on ouvre le problème, on s'arrête là. Merci de votre écoute attentive.